Et coucou tout le monde, une petite annonce aujourd'hui en début de vidéo pour vous prévenir de deux choses. Premièrement, je vais me permettre à 2 jours du tournoi d'officialiser ma présence à Lille en tant que commentateur. Pour être tout à fait franc, il reste encore une dernière étape de validation avec Disney afin d'être sûr de pouvoir vous donner un cast français lors du tournoi de Lille. Mais sachez qu'on est déjà en train de préparer le cast comme si on y était, comme si c'était bien validé pour pas perdre trop de temps. Et donc le cast sera composé de Maxildan, Adibou et moi-même. Donc on va essayer de vous mettre en place bien évidemment le meilleur cast possible français avec des interventions de qualité, de la technique, de l'analyse, du rire, du fun, des larmes, bien évidemment parce qu'on est dans un tournoi énorme avec beaucoup d'enjeux. Donc ça c'est la première annonce qui fait quand même plaisir, ça fait un moment que, entre guillemets, on est censé être là, etc., mais qu'on n'est pas 100% sûr. Donc là, à 2 jours du tournoi, j'annonce que normalement c'est bon, on va voir si jamais Disney donne la validation finale, j'espère vraiment que oui. Donc n'hésitez pas déjà en commentaire de vidéo à donner du soutien et à donner de la voix pour encourager justement notre présence au Lorcana Challenge de Lille. Et deuxième point, parce qu'on sait jamais, si jamais vraiment vous donnez une présence de malade et que vous êtes trop chaud patate, on sait jamais, peut-être que ça pourrait donner des pistes et des billes pour qu'on puisse aussi caster les prochains autres gros tournois en français, sait-on jamais. Il n'y a rien du tout de fait ou d'annoncé, je vous préviens, mais sait-on jamais. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, afin de préparer ce grand événement, eh bien, il va y avoir une émission spéciale des joueurs du dimanche sur la chaîne de Maxildan, et j'y serai présent justement pour voir un peu tous les acteurs du stream en question, mais aussi pas mal de joueurs compétitifs qu'on attend au niveau le jour même. Je sais qu'il y aura des gens comme par exemple comme Petit Quick, comme Rofelos, comme Raclem. Donc on va pouvoir voir tout ça. Et j'espère que évidemment cela vous plaira. Moi je suis donc en plein préparatif pour Lille, j'ai un train, etc. Plein de choses à prendre. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte de vous retrouver tous là-bas. Et vu qu'on sera trois, l'avantage c'est qu'on va pouvoir se relayer. Et du coup, si jamais durant le tournoi vous me voyez en train de me balader ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, je ne mords absolument pas. Et je serai ravi d'échanger avec vous tous. Sur ce, je vous laisse regarder cette longue vidéo qui est idéale pour un petit trajet en train ou en voiture en direction de Lille, où avec Alain, un juge officiel de Lille, on parle de plein de choses intéressantes. Bon visionnage. Et coucou tout le monde, j'interromps ce petit générique, je suis Ketal du futur et je viens vous prévenir que entre le moment où cette vidéo a été tournée, c'est-à-dire mercredi, et le moment où je fais le montage de cette vidéo, c'est-à-dire le jeudi matin, eh bien, il y a eu des modifications dans les règles de tournoi. Donc, durant cette vidéo, il y a des moments où je vais couper la vidéo et je vais parler de la même manière que je suis en train de faire actuellement, tout simplement pour vous donner des petits ajouts et des modifications qui ont été faites, car il y a des choses qu'on dit qui sont soit fausses, soit où on manquait de détails. Maintenant qu'on a les détails en plus et les choses qui sont bien mises en place, je vous donnerai les toutes dernières nouvelles par rapport aux règles de tournoi, et donc comme ça vous serez fin prêt pour le tournoi de Lille. Donc je vous dis à tout à l'heure. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana et ce coup-ci, vous le remarquez tout de suite, on est accompagné par Alain Exastix, juge officiel au Lorcana Challenge Lille. Comment ça va Alain? Eh ben ça va très bien. Et toi, qu'est-ce que Bah écoute, ça va, super motivé pour Lille et on est là donc pour donner une petite vidéo de conseils avec pas mal de points de règles. Et justement, vu que le Comprehensive Rules, donc le document de règles, a été modifié, on voulait revenir un petit peu avec vous pour parler à la fois de petites choses à débunker sur des informations erronées qui ont été données sur différents lives, mais aussi parler des règles et des choses que les joueurs peuvent mal interpréter de temps en temps, c'est ça? Et tout à fait. Le document le plus important, donc Comprehensive Rules, a été mis à jour il y a quelques semaines et de nouveau il y a quelques jours. C'est ça. Donc pas mal de choses à revoir. Si je me trompe pas, c'était le 20, donc c'était lundi en plus, je crois. Donc c'est vraiment très très récent au final. Tout à fait. Yep. Et donc, pour donner un peu des pistes aux gens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux gros documents de règles qui sont importants dans l'Arcana. Le premier, c'est le Comprehensive Rules, qui va être le gros pavé immense de règles, qui va vraiment prendre tous les cas, ou tout du moins le maximum de cas à détailler dans l'Arcana et vous donner les bonnes marches à suivre. Mais il y a aussi le Tournament Rules, qui sont les règles de tournoi. Et ce que tu me disais, c'est que en cas de litige entre les deux, c'est plutôt le Tournament Rules qui fait foi. Oui, alors on a un petit peu le souci que les Tournament Rules ont été
créées et publiées il y a déjà un petit bout de temps et elles n'ont pas été mises à jour, contrairement aux Comprehensive Rules. Ça a tellement mal vieilli en un petit peu de temps. Les Comprehensive Rules paraissent plus récentes et plus à jour, Mhm. mais il se trouve qu'en fait, c'est quand même les Tournament Rules qui s'appliquent dans le cadre d'un tournoi et donc il se peut que c'est elle qui ait le dernier mot. Mhm. Il y a d'ailleurs dans la mise à jour des Comprehensive Rules deux phrases qui ont été rajoutées, donc Mhm. un point, le point 1.1.5, Yep. qui a été rajouté pour référencer justement ces Tournament Rules et se rappeler qu'elles existent bien et qu'il faut les prendre en compte. Yep, complètement. Et donc, bah voilà, nous, on va faire un peu le tour de différents points importants à prendre en compte pour les parties de l'Arcana, pour les tournois, justement. Et donc, il faut bien savoir que c'est les points de règles qu'on va vous montrer, hein, en plus, pendant qu'on va en parler, viendront soit du Comprehensive Rules, soit du Tournament Rules. En tous les cas, on a des choses sourcées. Est-ce qu'on commence par le premier point? Bah c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut mélanger le deck adverse ou pas en début de partie? Alors, pour l'origine de la chose, il se trouve que ce truc-là provient en partie du stream qu'on a fait à Aulnay, où, durant lequel, avec Maxi, on avait affirmé haut et fort qu'on avait, avec les nouvelles règles, apparemment, on n'avait pas le droit. Et il se trouve que c'est erroné. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Donc justement, là, on se retrouve dans un cas où Comprehensive Rules et Tournament Rules, donc règles complètes et règles de tournoi, ne disent pas Mhm. exactement la même chose. Donc dans les règles complètes, il est spécifié que chaque joueur doit proposer à son adversaire la possibilité de couper le deck Mhm. après qu'il ait été mélangé. C'est entre guillemets le minimum. C'est pas la seule chose que l'adversaire a le droit de faire. C'est C'est juste ça. que si vous ne proposez pas votre deck à votre adversaire, bah là vous êtes en train d'enfreindre les règles. Un peu call judge Par contre, direct. ah bah oui, là non, là, très clairement, si vous avez en face de vous un joueur qui ne vous propose même pas de couper son deck, c'est très clairement un comportement suspicieux et il faut tout de suite appeler un arbitre Mhm. pour s'assurer qu'il n'y a pas une tentative de triche. Mhm. Et Complètement. donc, malgré que les règles complètes disent simplement qu'il faut proposer de couper, les règles de tournoi spécifient bien que l'adversaire doit avoir la possibilité de couper et ou mélanger en plus de vous. Bien évidemment, lorsque vous laissez votre adversaire prendre vos cartes et les mélanger, assurez-vous qu'il le fasse de manière correcte, sans regarder aucune de vos cartes, sans être maladroit et en les faisant tomber, Un peu volontairement. peut-être découvrir, voilà, découvrir vos couleurs ou découvrir votre tech secrète. Dans ce cas-là, bien évidemment, appelez un arbitre. Mhm. Et si vous aussi, vous souhaitez mélanger le deck de votre adversaire, faites aussi le de manière correcte pour pas qu'il puisse y avoir de, de triche ou Oui, d'abus. de suspicion de triche. Petite question du coup, c'est est-ce que au début d'une partie, quand tu arrives à la table avec ton adversaire, est-ce que tu peux demander à ton adversaire de remélanger son deck si tu l'as pas vu faire avant? Oui, alors, si vous voyez votre adversaire juste sortir son deck de sa boîte et ne rien faire avec, tout à fait. Demandez-lui de mélanger au moins 5 fois. C'est, on va dire, le strict minimum. Mhm. Euh, et ensuite, si vous avez toujours des doutes, vous pouvez redemander à votre adversaire de mélanger ou vous pouvez le faire vous-même. De nouveau, il faut que vous soyez capable de le faire correctement pour pas que ça se retourne contre vous. Mhm. Parce que si vous êtes pointilleux sur le mélange de votre adversaire et que vous faites une maladresse, c'est contre vous que ça va se retourner. Ouais. Moi, je sais que personnellement, je me permets pas de mélanger les decks de mes adversaires parce que je suis pas tout le temps super adroit. Mhm. Euh, mais, euh, mais si je considère que, voilà, que mon adversaire a pas assez mélangé, par exemple, il a juste pris son deck, il a fait une ou deux fois un perfect shuffle, ce qui consiste donc à insérer parfaitement les cartes en alternance. Tu sais, donc tu coupes en deux, et puis Mhm. une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Bah, si Ouais. tu le fais que deux fois à la suite, eh ben, t'as juste décalé toutes tes piles de quatre cartes. Mhm. Enfin, t'as fait un 2 3 4 1 2 3 Ouais. 4 1 2 Et 3 du 4 coup, 1 2 les 3 cartes 4. peuvent Et rester donc, si ensemble et t'avais t'as l'avantage. pré-stacké ton deck avant, C'est ça.
tu sais exactement comment il va sortir. Oh là là, Donc, ça alors, tous mes Robins 1, mes Robins Alter sont tous ensemble à chaque fois, c'est bizarre. voilà. Donc, Ok. même si ce qu'on appelle donc le perfect shuffle a l'air d'être la meilleure technique pour mélanger, Mhm. et puis il y en a certains, ils le font de manière très impressionnante, où ils plient un peu les cartes, et puis hop, ça revient tout en place. C'est très joli à regarder. Ça veut pas dire que le deck est réellement mélangé. Il peut quand Mhm. même y avoir de la triche là-dessus. Donc n'hésitez pas à demander à votre adversaire d'utiliser d'autres manières de mélanger, quelque chose de peut-être moins, moins parfait, Ouais, ouais, de moins bien pour lui, un entre peu guillemets, plus ça. aléatoire. Ouais, ouais, complètement. Ok. Bah écoute, au niveau du shuffle, on est bon. Deuxième point qu'on voulait aborder, on peut jouer une carte même s'il n'y a pas de cible légale. Alors, déjà, le terme cible légale dans l'Arcana n'existe pas, mais la question plus simplement, c'est par exemple, est-ce que j'ai le droit de jouer un feu de dragon si jamais il n'y a aucun personnage en jeu, ou est-ce que j'ai le droit de jouer tu m'as oublié sur un adversaire qui a qu'une seule carte en main. Et oui, dans ces deux cas-là, on peut tout à fait jouer la carte. Euh, Moi, je pense que ce qui a un petit peu fait tiquer certains joueurs et ou arbitres, Mhm, c'est une phrase dans les règles complètes mhm, qui dit que si une partie de jouer la carte, mais donc du processus de jouer la carte ne peut pas être effectué, c'est illégal de jouer la carte. mhm. Attention, le processus de jouer une carte, ce n'est pas la même chose que de résoudre Les effets, l'effet de la carte. exactement. Donc des choses qui peuvent empêcher le processus de jouer une carte, bah, c'est par exemple ne pas avoir assez d'encre pour la jouer. C'est être dans l'incapacité de jouer ce type de carte parce qu'il y a une autre carte en jeu qui l'interdit. Par exemple, si votre adversaire a Tiana épuisé et qu'il n'a plus de carte en main, vous n'avez pas le droit de jouer de carte action. Exactement. Et donc, si vous tentez de le faire, vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal. Autre exemple que tu me disais avant le début de l'enregistrement, c'est aussi avec la nouvelle Ursula du chapitre 4 qui interdit de chanter des cartes. Si vous comptiez chanter une carte avec un personnage, du coup, c'est aussi un truc illégal et donc il faut revenir en arrière. C'est bien ça? Exactement. Ok. Mais si vous avez une carte qui vous demande de choisir un personnage ou choisir un objet en jeu et qu'il n'y a pas de personnage qui peut être choisi, hein, parce que de nouveau, il y a aussi des situations où il y a des personnages, mais juste ils ne peuvent pas être choisis, Mhm. et ben vous avez quand même le droit de jouer cette carte. Exactement. De manière générale, dans l'Arcana, le truc que je dis souvent, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est quand tu joues une carte, tu fais le maximum de ce qui est indiqué sur la carte. Tout ce qui est possible Oui, de faire, tu le fais. Et du coup, petite chose qui est aussi intéressante à savoir, c'est que, imaginons, vous vouliez jouer un feu de dragon sur un personnage adverse qui est hors d'atteinte. Et vous vous rendez compte qu'il est hors d'atteinte. Bah, si vous avez un personnage de votre côté, en soi, vous êtes désormais obligé de cibler un de vos personnages. exactement. L'ordre dans lequel on fait les choses à l'Orcana, c'est on dit qu'on va jouer une certaine carte, on vérifie qu'on a le droit de la jouer. Hein, donc, par exemple, Feu de Dragon vérifie est-ce que j'ai bien les encres qu'il faut pour payer et est-ce que j'ai bien le droit de jouer une carte action à ce moment-là. Mhm. Et ensuite, elle est jouée. Et une fois qu'elle est jouée, on fait ce qui est écrit dessus. Et puisqu'il faut choisir un personnage, si le seul personnage qui peut être choisi est un de mes personnages, eh ben, je dois le choisir. Ouais, exactement. Hop là, je fais un autre truc à côté, excuse-moi. Parfait. Donc, c'est juste, je me rends compte que mon micro capte un peu le son du PC, donc j'ai un peu baissé le son du PC dans le doute quand même, pour pas qu'on ait le son en double. Mais donc voilà, au niveau des cartes, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à d'autres jeux de cartes comme Magic, etc., vous n'avez pas de question de cible légale, de pouvoir et tout. Non, quand vous jouez une carte, vous faites le maximum, et basta. Donc là, on a fait déjà les deux premiers points qui sont un peu des débunkages. C'est des choses qui ont été beaucoup vues sur internet, beaucoup vues, qui ont été dites en live à des moments ou à d'autres. Et du coup, il fallait déjà qu'on revienne là-dessus. C'est des choses importantes qu'il faut savoir pour le tournoi de Lille, et pour les tournois de manière générale. Après, il y a deux, trois autres petits points qu'on a voulu mettre en avant. Et par exemple, on a voulu mettre en avant l'ordre des étapes en début de tour. Est-ce que tu peux nous Tout en à parler un fait. peu? C'est quelque chose qui est pas forcément clair pour tout le monde et qui peut amener à des confusions. Mhm, Donc j'aime bien le rappeler, j'aime bien que les joueurs soient au courant pour justement éviter ces erreurs et ces confusions. mhm. Donc là, je vais afficher le texte Donc maintenant. Et donc voilà, on a un peu 5,
grosses étapes, entre guillemets, pour le début de tour. Tout à fait. Donc on commence par redresser. Ça inclut les cartes en jeu et les cartes en encre. Ouais. Même si à l'heure actuelle, les règles complètes ne sont pas spécifiques sur les cartes en encre. C'est un petit manquement qui a été relevé. D'accord. Ensuite, les personnages sèchent. Mhm. Donc, ils sont plus en train de sécher. C'est bon, à ce moment-là, ils sont secs. Et ça, c'est intéressant à savoir, mine de rien, parce que moi-même, je le pensais, il y a plein de gens qui le pensent que le personnage, en fait, sont secs à la fin de notre tour, mais non, en soi, ils ne sont toujours pas secs durant le tour adverse. Alors, ça change Exactement. rien en termes de règles pour le moment, ça ne change absolument rien, mais c'est intéressant quand même de savoir que le séchage des personnages se fait au début du prochain tour. Oui, ça se fait au début et surtout, ça se fait avant n'importe quel autre effet. Donc, si on va imaginer n'importe quelle raison, il y avait une carte qui permettait de jouer un personnage au début de son tour, Mhm. et ben, ce personnage serait pas sec puisque ça serait forcément Ça après serait après. Ouais. cette barrière qui fait que les personnages sont secs à ce moment-là. Ok. Après le séchage, donc, on rentre dans la phase qui s'appelle communément set en anglais, où en gros on met les choses en place, on fait les choses au début de tour, mais il est intéressant que durant cette petite phase, il y a quand même un ordre. Oui, alors techniquement, les personnages qui deviennent secs, c'est déjà dans le set, Mhm. qui est en français traduit par vérifier, je crois, Ok. ce qui est un petit peu étrange, mais bon. Et donc après le séchage des personnages, on a le gain du lieu le gain du lore des lieux. Ouais. Ça se fait automatiquement. C'est pas un effet déclenché, ça ne passe Mhm. pas par le sac. On gagne le lore d'un seul coup pour tous les lieux qu'on a en jeu. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'effet qui peut intervenir ou intercepter ça. Et comme c'est obligatoire, et ça fait partie de l'état du jeu et donc les deux joueurs sont invités à ne pas Exactement. l'oublier. Un peu comme la bête légendaire du chapitre 2, qui a un effet obligatoire ici. Et ce qu'il faut noter, c'est que si jamais vous appelez un judge pour leur dire ah là là, on a oublié de prendre le lore des lieux, eh bien le judge, théoriquement, va vous mettre un warning à tous les deux, car les deux joueurs sont responsables de l'état du jeu. Oui, après, en fonction de si un joueur abuse de ça ou pas, on Mhm. peut aussi être amené à avoir une approche différente en tant qu'arbitre. Oui, Parce que l'objectif, c'est pas non plus d'avoir des rule sharks, donc des joueurs qui veulent abuser des règles et faire exprès d'avoir des lieux bah, de toute qui façon, sont un petit peu dissimulés entre les personnages. Et puis une fois que le joueur adverse a oublié, en soi, ah, les, t'avais les deux oublié. joueurs, prenant un warning en cas d'oubli, le rule shark, il n'a pas intérêt de venir embêter là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, les rule sharks, ce sont les joueurs qui vont faire exprès d'utiliser les règles à leur avantage, ou plutôt de faire exprès de forcer l'adversaire à faire des erreurs de règles afin d'appeler des juges et d'espérer avoir des disqualifications d'adversaires, des parties perdues, des choses comme ça. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important à se rappeler, c'est que les avertissements que vous recevez du fait d'erreurs que vous faites euh, sont comptabilisés et sont pris en compte pour toute la durée du tournoi. Mhm. Donc, sur un gros événement comme Lille, où il y a 9 rondes plus le top, Mhm. euh, la, la quantité d'erreurs que vous pouvez faire a beaucoup plus d'importance que sur un petit tournoi en boutique où C'est ça. c'est 5 ou 6 rondes. Il faut être encore plus vigilant parce que le moindre warning peut vous coller aux fesses pendant 2 jours, pendant un nombre de rondes incalculable. Et ça serait dommage quand même de prendre une partie perdue, voire même pire, une manche carrément perdue, parce que vous avez juste fait des petites erreurs par-ci par-là et qu'elles se sont accumulées. Exactement. Et du coup, on en était aux effets de début de tour qui se résoudent à ce moment-là, parce que si j'ai bien compris ce que tu me Voilà. disais, ils se déclenchent au moment de l'étape redressée. Exactement. Donc, tous les effets qui disent au début de votre tour ou. Des choses similaires, quoi, ouais. Oui. J'ai essayé de trouver l'autre formulation, mais je crois que pour l'instant, on n'a que celle-là. Ok. Se déclenchent
exactement au tout début, donc c'est vraiment au tout début, au début, mais elles ne se résolvent qu'après avoir gagné le lore des lieux. Mhm. Et donc si vous avez d'autres capacités qui se déclenchent du fait d'avoir redressé un personnage, par exemple, lors de la phase de redressement, ça va également se résoudre après avoir gagné Le- le lore des lieux. Ok. Pour Et l'instant, je pense qu'il n'y a pas de cartes pour lesquelles c'est important, j'en vois pas non mais plus. sait-on jamais. Mais oui, clairement, un jour il y aura une carte qui va faire un effet en se redressant, et là ça va être super important de bien prendre ça en compte. Voilà, et de bien gagner son lore d'abord, puis Mhm. après de faire l'effet de la carte. Exactement. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut enfin faire la dernière étape du début de tour qui est de piocher sa carte du tour. Exactement. Et piocher cette carte peut de nouveau déclencher d'autres capacités. Et donc, il va falloir également les résoudre avant de passer à la phase principale. Typiquement, Diablo légendaire du chapitre 4 qui permet Et oui, à un adversaire, enfin, qui vous permet de piocher quand votre adversaire pioche si Diablo est épuisé. Bah voilà, quand l'adversaire pioche, ça va déclencher votre Diablo. Et une fois que Diablo est résolu, là on va commencer le tour adverse. voilà, on va passer à la phase principale où votre Oui, adversaire va pouvoir faire commencer le tour toutes n'était les pas le bon actions de terme. jeu classiques. Mettre une carte en encre, jouer des cartes, défier, partir à l'aventure, etc. Exactement. Donc pour les ordres des étapes en début de tour, on est bon. Prochain petit point qui était intéressant à noter, c'était le fait que mettre une carte de son deck dans sa main, c'est différent de piocher. Et tout ça part d'un texte qui peut être mal interprété, justement dans le Comprehensive Rule, au niveau de la pioche. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors là, justement, comme on était en train de parler de toutes les étapes de début de tour, Mhm. il se trouve que la partie qui décrit la pioche de début de tour explique que piocher, donc en anglais drawing, c'est quand un joueur met la carte du dessus de son deck, la prend plus spécifiquement, et la met dans sa main. Mhm. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui vont me dire, oui, mais dis donc Alain, prendre la carte du dessus de mon deck et la mettre dans ma main, je le fais quand j'active la capacité de Pongo, quand Mhm. j'active la capacité du chapeau de sorcier, etc. Exactement. etc. Donc il faut bien prendre cette définition pour ce qu'elle est. Elle explique ce que veut dire piocher. C'est Ça ça. ne veut pas dire que tout ce qui résulte en la carte du dessus de votre deck qui finit dans votre main est de la pioche. Exactement. Euh, D'autant plus que la plupart des cartes qui vont prendre des cartes du dessus du deck pour les mettre dans votre main, en général, impliquent le fait d'avoir révélé la carte. Et les cartes révélées oui. ne sont plus vraiment dans le deck, c'est ce qu'on disait juste avant. Oui, alors ça, c'est aussi un petit manquement pour l'instant Mhm. des règles complètes. On n'a pas vraiment de nom ou d'explication précise sur où exactement sont situées les cartes qui sont révélées. Est-ce que c'est une sorte de zone intermédiaire? Est-ce qu'elles sont quand même encore dans le deck, mais pas vraiment? Mhm. On a un peu le même souci avec où est-ce que se trouve une carte action lorsqu'elle est jouée. Oui, parce Ça, qu'elle est plus pareil. dans la main, Elle n'est pas dans mais elle la est pas en main, défausse. elle n'est pas dans la défausse, elle n'est pas en jeu, parce Mhm. que sinon, on se mettrait à avoir des choses un peu bizarres avec des actions qui sont en jeu. Donc voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans les règles complètes. Ouais. Après, je pense que la plupart des joueurs sont capables de euh, faire la part des choses. Mhm. Euh, En général, pour que ce soit de la pioche, il faut que ce soit écrit Piocher. pioché en toutes lettres. Euh, et quand on joue une carte action, eh ben oui, elle n'est ni dans la main ni dans la défausse, mais ça devrait quand même pas vous empêcher de les jouer. Oui, il n'y aura pas trop de problème. Ce qui est surtout important à noter, c'est que du coup, les cartes qui permettent de récupérer des cartes du dessus du deck ou dans le deck dans votre main ne déclenchent pas les capacités qui demandent de piocher. Je pense évidemment au fameux Jafar légendaire, hein. Et donc, si jamais vous jouez par exemple bleu lumière, même si jamais la carte que vous mettez dans votre main, c'est bien la carte qui était au-dessus du deck, cela ne déclenche pas de pioche. C'est surtout ça qui est important à noter. Exactement, que les cartes soient révélées ou pas, si c'est pas écrit pioché, ce n'est pas de la pioche. Exactement. On parlait de cartes révélées, ça tombe bien parce qu'on va aussi parler de cartes révélées pour la prochaine catégorie. On va parler des zones de jeu.
Et repréciser un point de règle qui est certes embêtant mais important, quand vous mettez une carte en encre, même si jamais c'est ultra pratique et je trouve c'est une merveilleuse idée de la laisser révéler pour le tour afin de savoir que vous avez bien ancré ce tour-ci, c'est pas autorisé dans le règlement officiel et ça ne sera donc pas autorisé non plus à Lille. Eh bien dis donc, il était temps que j'intervienne dans cette vidéo, je pensais presque être au chômage. Mais justement, ceci a été modifié avec la dernière partie des Tournament Rules, et donc il est désormais possible de laisser la carte que vous venez d'ancrer révélée, et donc de savoir à la fois si vous avez bien ancré ce tour-ci, mais aussi, tout simplement, de laisser votre adversaire avoir plus de temps pour voir la carte que vous avez ancrée. Et donc c'est quelque chose qu'on vous conseille fortement. Je vais laisser le reste de la discussion qu'on a eue avec Alain à ce sujet, comme ça quand même vous savez ce qu'on a dit dessus à l'époque. Mais donc attention, sachez bien, je vous mets le texte ici, c'est bien possible maintenant de laisser la carte révélée. Je vous laisse la suite de la vidéo. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi, Ketal. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça, je trouve, fluidifie le jeu. Ça permet à l'adversaire de prendre le temps, de prendre connaissance de la carte. Exactement. Sur des tours qui sont assez rapides, souvent ça n'a pas trop d'incidence. Sur un tour qui dure plus longtemps, bien évidemment, ça commence à être un petit peu bizarre d'avoir cette carte dans la réserve d'encre qui dénote, puisqu'elle est Complètement. littéralement dans le mauvais sens. Mais bon, voilà, il faut bien se rendre à l'évidence. Les règles disent que le joueur place la carte révélée, donc elle est bien révélée hein, pour vérifier qu'elle peut aller dans la réserve d'encre. Et donc, cette carte est placée face cachée. C'est ça. Il n'y a pas donc... de... Il n'y a pas d'état intermédiaire où elle est face visible puis cachée. Il n'y a pas normalement de possibilité de déroger à cette règle. Et si vous avez besoin de savoir si oui ou non vous avez mis une carte en encre ce tour-ci, vous avez d'autres moyens de noter ça, de vous rappeler de ça. Par exemple avec un dé ou un jeton que vous placez sur votre réserve d'encre, qui fait qu'au final, garder la carte révélée n'est pas une nécessité. Et donc, c'est très peu probable que ça soit accepté un jour. Donc il vaut mieux, en tant que joueur, vous entraîner voilà, à ne pas garder cette carte révélée. Et par contre, tu dis qu'on peut utiliser des jetons 1D, mais il me semblait qu'il y avait un règlement ou un truc qui avait été dit qui disait justement que ce genre de jeton était considéré comme une aide extérieure ou comme une note prise dans le jeu et que du coup c'était pas autorisé. Alors, il faut faire la différence entre les dés et les jetons qui servent à... Enfin, c'est pas vraiment noter, mais c'est plutôt se rappeler de choses qui sont connues. Parce que le fait que oui ou non, j'ai mis une carte dans mon encre, c'est connu normalement des deux joueurs. Ouais. Et ça va être juste pour le tour actuel. C'est-à-dire que ça va pas être de la prise d'information continue. Je n'aurai pas d'historique. Je n'aurai pas moyen de revenir en arrière et dire « Ah, est-ce qu'au tour 3, j'ai mis quelque chose en encre ?» et la prise de notes en utilisant des dés qui peut être utilisée, par exemple, si votre adversaire révèle sa main et vous utilisez des dés pour noter, par exemple, dans sa main, il y avait une carte qui coûtait 1 d'encre, donc je prends un dé, je le mets sur 1, une carte qui coûtait 2 d'encre, etc. etc. Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux choses-là. Dans le premier cas, c'est autorisé, parce qu'au final, c'est une information qui est donnée, qui est là, qui est à un instant T. En soi, c'est consultable à n'importe quel moment. C'est peut-être ça la différence, c'est que voir les cartes en main, tu les vois à l'instant T, après il faut s'en souvenir, tu n'as plus le droit de les re-regarder à nouveau, alors qu'à l'inverse, savoir si t'es ancré ou pas, c'est une information qui est consultable des deux joueurs à tout moment. Voilà. Ok. Et c'est la même chose pour se rappeler des effets obligatoires de début de tour. Comme l'information est présente sur la carte, le fait de rajouter un marqueur qui rend cette information encore plus visible, c'est pas considéré comme la prise de note. Yep. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est comme les joueurs qui rajoutent un jeton pour se rappeler de résistance +1 par exemple,
ou de données combattants, ou d'avoir un personnage qui est épuisé, qui ne pourra pas se redresser pendant au début du tour, ouais. prochain tour. Toutes ces aides sont tout à fait autorisées parce que c'est juste une représentation de l'état actuel du jeu qui est connu des deux joueurs. Yep. Donc, sur ce niveau-là, on est bon. On va parler vite fait du système de points du Two Games Round, donc le fameux BO2 qui est donc appelé Two Games Round. Et on va parler de ça parce que on a eu des nouvelles, mais des nouvelles à prendre avec des pincettes. Parce que donc on a cette image qui montre un peu ce qui a été fait sur Melee et qui indique comment les points sont organisés. Et donc l'interview du développeur, dont je ne me souviens plus le nom, était bien vraie. Maintenant en BO2, donc en Two Games Round, on va pas avoir 0, 1 ou 3 points selon le nombre de victoires qu'on a fait, mais on va avoir 0, 3 ou 7 points. Exactement. Donc effectivement, oui, cette interview de Tim de Ravensburger qui n'avait pas été confirmée par les sources officielles, comportait bien les bonnes valeurs, les nouvelles valeurs. En tout cas, c'est ce que Melee a mis en place et c'est ce qui sera utilisé pour le tournoi à Lille. Donc là-dessus, pas de doute, pas de doute possible. C'est ça. Là où il y a encore une sorte d'incertitude, c'est sur la gestion des égalités intentionnelles. Exactement. Et encore une fois, c'est Ketal du futur qui vous parle parce que ceci aussi a été confirmé, ou plutôt précisé par le tout récent document de tournoi, des règles de tournoi. Et donc maintenant, on ne parle plus de draw intentionnel, on ne parle plus d'égalité intentionnelle, mais on parle de split. Comme vous le voyez dans le texte que je suis en train de vous afficher sur l'écran, lors du début d'un tour, les joueurs peuvent décider de faire un split, auquel cas, premièrement, ils doivent appeler un juge. Il faut faire ça avant le match, donc ne commencez pas votre match si vous voulez faire une draw intentionnelle, donc un split. Donc déjà, voilà, prévenez un juge dès le début parce que c'est bien indiqué dans la règle qu'il faut le faire, et surtout, il faut savoir aussi que ce fameux split, le joueur qui aura la partie sur la partie 2, enfin qui remportera la manche numéro 2, eh bien, ça sera déterminé aléatoirement. Donc, si jamais vous êtes un peu galère niveau points et finalement il y a des tiebreakers qui sont pris en compte, cela pourrait vous nuire. Donc, faites bien attention si vous faites ce genre de choix. En tout cas, sachez que c'est autorisé et que, du coup, vu que c'est un split et que c'est bien une victoire chacun, c'est bien 3 points chacun et non pas 0 points chacun, comme l'indique la petite image que je vous montrais juste avant. Donc voilà, je vous laisse de nouveau avec la vidéo. Car au final, Melee reste un logiciel. C'est pas eux qui décident des règles, c'est pas eux qui décident de comment Ravensburger veut que les tournois soient organisés et soient gérés. C'est pas non plus eux, c'est pas non plus Melee qui va activement mener le tournoi de Lille ou celui d'Atlanta. Et donc, il se peut tout à fait que l'arbitre principal et l'équipe de chaque tournoi, parce que de nouveau, ça peut aussi être différent entre Atlanta et Lille, décide de gérer les égalités intentionnelles d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ça. Et à l'heure actuelle, on n'a rien d'écrit noir sur blanc qui nous permettrait de dire c'est comme ça que ça sera fait. C'est ça. La seule chose qui est écrite noir sur blanc, c'est que c'est autorisé par les règles de tournoi de faire des égalités intentionnelles. Maintenant, est-ce que voilà, le intentional draw, peut-être qu'en fait à Lille, on va nous dire bah ok, si vous faites égalité intentionnelle, vous remplissez 1-1 et donc vous avez bien 3 poids chacun. Ou alors, on va peut-être nous dire, bah non, si vous faites égalité intentionnelle, vous mettez ça en tant que intentional draw, et auquel cas vous avez 0 pour chacun. Donc, attention, on ne sait pas du tout ce qui va être fait à Lille sur ce point-là, et il ne faut pas prendre cette petite case intentional draw comme argent comptant. C'était un peu l'alerte qu'on voulait remonter. Voilà. Donc, il y a pour l'instant, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être entre guillemets un peu déçus de cette réponse, on ne sait pas. On verra ça le jour J. Je pense que clairement, déjà, les judges vont en parler au préalable. Et donc le jour J, le matin, il y aura très certainement une annonce. Ou alors à l'arrivée des dernières rondes, quand les potentielles égalités intentionnelles seront envisageables par des joueurs. Idem, je pense qu'à ce moment-là, on aura des annonces de leur part afin d'être sûr et certain de savoir comment ça marche. Tout à fait.
Et donc au niveau des points, on voulait aussi revenir rapidement sur les tiebreakers, parce qu'on a des choses à dire. Alors un tiebreaker, c'est quoi? C'est tout simplement, si jamais à la fin des 9 rondes de Lille, on a des joueurs à égalité, il faut bien des choses pour les départager. C'est exactement ça un tiebreaker, c'est le moyen de départager les joueurs. Et on a actuellement dans le jeu, dans le système, 3 tiebreakers qui se succèdent l'un l'autre. Le premier, c'est Oui, donc le nombre total de parties gagnées, c'est bien ça? oui, c'est bien ça. Ce premier tiebreaker, il est là pour favoriser les joueurs qui font beaucoup d'égalité euh, au lieu de faire juste quelques victoires et plein de défaites. Mhm. Donc, concrètement, au bout de 7 rondes, un joueur qui aura fait 7 fois 1-1 va avoir le même nombre de points qu'un joueur qui aura fait 3 fois victoire et 4 fois défaite. Ouais. Hein, donc 3 fois 7, 21 dans les deux cas. Mhm. Mais le joueur qui aura fait 7 fois 1-1 aura gagné plus de parties, puisqu'il en aura gagné 7, Exactement. alors que le joueur qui aura fait 3 fois une victoire de 0 en aura gagné 6. Et Mhm. donc, le premier tiebreaker va mettre en avant le joueur qui aura fait 7 fois 1-1. Et donc au Alors, final, bien évidemment, ouais. ça va pas. Ce premier tiebreaker va pas avoir d'incidence sur beaucoup de joueurs. Ça va être très rare Mhm. le cas où vous allez avoir le même nombre de points que quelqu'un sans ayant fait les mêmes types de résultats. Tout à fait. La plupart des gens qui auront le même nombre de points que vous auront fait exactement le même nombre de victoires, égalités et défaites. Ce sera assez rare en effet. Mais donc ce qui est à noter quand même, c'est que en dehors du système de points et d'égalité, tout ça, le jeu encourage quand même le fait de gagner le plus de games possible plutôt que de gagner le plus Oui, de BO possible, entre guillemets. exactement. Oui, le changement du nombre de points a aussi été fait pour Oui. encourager les joueurs à continuer de faire des parties, même si tous les matchs finissent en 1-1. Mhm. Exactement. Et du coup, deuxième tiebreaker. En gros, le deuxième tiebreaker est très simple, c'est tout simplement ce qu'on appelle communément la résistance en français dans les tournois. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pourcentage qui provient des points que votre adversaire a gagnés et donc des matchs qu'il a gagnés. Tout à fait. C'est une moyenne, hein, déjà. Première Mhm. chose à prendre en compte, c'est que c'est une moyenne qui dépend de tous vos adversaires. Donc, Yep. même si vous avez affronté le top 1 du tournoi, ça Ça, reste une moyenne, donc ça ça a ne veut pas dire avantage, que mais vous ça aurez veut la pas tout meilleure dire, quoi. résistance. Voilà. Vous n'aurez pas forcément la meilleure résistance de tout le tournoi, parce que sur 9 rondes, forcément, Il y a beaucoup de gens. Ouais. ça peut beaucoup jouer. Ça a pas mal se tasser. Euh, et c'est une moyenne qui dépend euh, donc des points de vos adversaires et Mhm. des points rapportés au nombre de rondes qui ont été jouées. Donc si un de vos adversaires s'arrête au bout de plusieurs rondes, ça va pas vraiment avoir d'incidence. C'est-à-dire que on va prendre le nombre de points que cette personne a fait Ouais, et on va le ramener au nombre de points maximum qu'ils auraient pu faire sur ce nombre de rondes exactement. euh, qu'ils ont joué. Donc du coup, quand quelqu'un abandonne le tournoi, euh, ça change pas vraiment votre résistance, C'est ça. Parce ou qu'on en va tout quand même cas, faire un ça la truc change moyen, quoi. moins. En tout cas, ça la change moins que quelqu'un qui reste et qui continue de faire des défaites. C'est clair. Voilà. Non, mais c'est juste voilà, par comparaison. Après, bien évidemment, si la personne, au lieu d'abandonner, reste et fait des victoires, bah, ça vous aide. Mais là, vous pouvez pas non plus savoir. Si la personne Mhm. abandonne, pas vraiment de savoir si, dans quel sens ça allait affecter votre résistance. Yep. Et le troisième tiebreaker, donc, c'est le nombre de parties numéro 2 que vous avez gagné. Et ça, c'est une chose très intéressante. Ça veut dire que, de manière générale, si jamais vous devez gagner une partie sur les deux en cas d'égalité, il vaut mieux gagner la deuxième. Donc ça pourrait peut-être encourager des joueurs à vouloir être premier joueur sur la deuxième partie s'ils ont un avantage à le faire. Oui, alors là, c'est vraiment un aspect stratégique. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi ce tiebreaker existe, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'on donne un avantage, entre guillemets, à la personne qui gagne la deuxième partie. Euh,
Mais moi, la manière dont je la conçois, c'est que si vous êtes premier sur la première, vous avez un facteur surprise qui est beaucoup plus haut, Mhm. puisque votre adversaire ne sait pas ce que vous jouez. Et donc, en fonction du deck que vous avez, même si c'est pas forcément un deck ultra rush, vous pouvez quand même surprendre votre adversaire et gagner cette première partie Complètement. de manière plus aisée. Mais d'autant plus que, Et je veux dire, rien qu'au mulligan, déjà, selon les couleurs adverses, on a envie de oui, prendre certaines cartes ou d'autres. Donc, clairement, la première oui, oui, tout à partie, fait. le joueur qui est premier joueur et qui donc a un léger avantage à ce niveau-là, bah, encore plus gros avantage dû au fait de la surprise et que l'adversaire ne sait pas ce qu'on joue. Et donc, du coup, arriver à gagner la première, entre guillemets, c'est plus facile quand on est premier. Mhm. Par contre, arriver à gagner la deuxième, déjà, on se met un peu plus en difficulté parce que l'adversaire sait déjà ce qu'on joue. Exactement. Euh, et donc, du coup, voilà. L'idée de donner un petit avantage, sachant que c'est le troisième tiebreaker, hein, donc Mhm. il rentre en jeu uniquement après les deux autres, Exactement. et il va rentrer en jeu dans très 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 peu de cas, parce que le deuxième tiebreaker En vrai, il est... fait assez le taf en général, hein. Clairement. Voilà, le deuxième tiebreaker est super important, surtout sur 9 rondes. Ça va être ultra rare les cas où les gens ont exactement La la même même résistance. résistance. Ouais. Parce que ça prend des Euh, points qui sont très variables sur 9 rondes de plein d'adversaires, vu que vous avez fait 9 rondes. Donc clairement, les résistances, entre guillemets, ne sont vraiment pas les mêmes, et il y a très très peu de chances que le dernier tiebreaker entre en compte. D'autant plus qu'avant le deuxième, il y a aussi potentiellement le premier qui peut déjà faire un tout petit écrémage en enlevant des gens qui ont le même nombre de points, mais qui malheureusement ont fait moins de matchs gagnés. exactement. Et le dernier point qu'on voulait venir sur le niveau des points, justement, c'est au niveau des bails. Comment ça marche les bails à Lille? Eh ben, ça va marcher comme ça a toujours fonctionné. Ça aussi, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas vraiment une question. C'est que bah, quelqu'un qui a un bail, en particulier à la ronde 1, ne l'a pas choisi. C'est littéralement le logiciel qui a attribué ça de manière aléatoire. Mhm. Et donc, si cette personne avait moins de points que pour une victoire, bah, ça serait complètement injuste. Parce que si après le joueur fait que des victoires et et que son score n'est pas maximal alors, enfin, à cause du bail, Ouais, bah, ça serait vraiment ça serait un peu complètement, triste. complètement injuste. Et du coup, comme l'indique le Donc, texte, pour les bails, on donne 7 points, donc le maximum de points possible. On estime qu'il y a eu les deux parties gagnées pour le tiebreaker numéro 1, comme ça vous êtes sûr d'être tranquille. De toute façon, vous avez exactement. 7 points, donc c'est plutôt logique. Pour le tiebreaker numéro 2, il n'y a aucun impact. J'imagine c'est tout simplement qu'on ne le prend pas en compte dans la moyenne, et donc on fera une moyenne sur moins de joueurs, sans prendre de Alors résultats oui, en compte à ce niveau-là. ça paraît logique. Oui, complètement. Malgré tout, il n'y a pas eu d'adversaire. Donc, c'est maximum nombre de points, mais il n'y a pas d'adversaire à prendre en C'est compte ça. pour la résistance. C'est l'avantage de faire des moyennes de toute façon, c'est que comme ça tu peux ajuster selon le nombre d'adversaires que les joueurs ont eu en fonction des bails, etc. Et le dernier, Oui, tiebreaker numéro 3, au cas où, on considère de toute façon que vous avez gagné la game numéro 2, comme ça dans tous les cas, si ça arrive, pareil, vous avez l'avantage là-dessus. Donc c'est un peu le meilleur bail possible qu'on donne au joueur qui a un bail, ce qui se fait dans énormément de tournois de jeux de cartes. Donc oui, si oui, vous avez la chance sur 2047 joueurs à Lille d'avoir le bail, faut espérer aller loin derrière, parce qu'il faut en profiter un peu quand même, hein. oui, sachant que voilà, ça va avoir lieu si et seulement si il y a un nombre impair de joueurs au tout début. Mhm. Et après, on verra bien comment ce sera organisé. Parce Mais il qu'après, se peut tout à fait que sur la première ronde, il y ait des joueurs qui sont en retard. oui, c'est vrai aussi. Et donc là, on va se retrouver. Pardon. Pas de souci. Parce que oui, Alain a le courage de faire ça avec nous, alors qu'il est encore en train de tousser comme un malade et d'être malade justement, et d'essayer de se rétablir pour Lille. Donc si vous entendez un arbitre tousser dans la salle à Lille, vous saurez qui c'est maintenant. Et le pauvre, je lui renvoie la balle alors qu'il est en train de boire de l'eau, c'est vraiment la pire moment. Désolé. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il se peut qu'il y aura des joueurs en retard à la première ronde. Mhm. Et donc, même sans avoir de bail, il y a quand même des joueurs qui ont, entre guillemets, une victoire facile. Yep, Et ça, pareil, c'est le même type ça arrive. d'injustice, entre guillemets, que la personne qui a maximum de points pour un bail. Si l'adversaire ne se présente pas,
bah, c'est aussi nombre maximum de points. Exactement. Parce que bon, on va pas Et pénaliser les joueurs dont l'adversaire ne vient pas au final, quoi. Surtout sur les exactement. premières rondes. Parce qu'après, de toute façon, le bail, plus on avance, plus ça change pas grand-chose, parce que c'est des joueurs qui sont les derniers du tournoi qui vont avoir le bail, et donc ils n'ont pas de chance de remonter vraiment dans le classement. Donc clairement, ça change pas grand-chose à part sur la première, voire deuxième ronde. Oui, oui, après, c'est effectivement la dernière personne du classement qui obtient le bail. Mhm. Et, et de toute façon, c'est uniquement dans le cas où il y a un nombre impair de Oui, joueurs. Donc il se peut aussi que il n'y a au pas de bail cours de tout la court. journée, ça se réétablisse, ça se rééquilibre Mhm. et qu'il n'y ait pas de bail du tout sur certaines rondes. Et donc avec ça, on est bon pour les gros points de règles, et vraiment purement là de règles, de tournois, etc. qu'on voulait mettre en avant avec Alain. Et là maintenant, on va passer à une deuxième partie un peu plus rapide, ça va juste être des conseils généraux pour Lille. Alors avant toute chose, je vous conseille justement de retourner voir la vidéo des 10 conseils que j'avais fait pour Octogone, parce qu'ils sont tous applicables pour Lille sans aucun problème. Mais on va quand même revenir sur deux trois petits trucs en détail, des petits trucs justement des fois liés à tout ce qui est niveau judge et arbitrage. En commençant par le premier conseil, qui du coup n'est pas du tout lié au judge de l'arbitrage, mais changez pas de deck. On est jeudi quand cette vidéo sort. Vous ne devez plus changer de deck. Votre deck, il est établi, vous vous êtes entraîné avec, vous êtes sûr de votre deck. Ne vous dites pas, ah finalement je vais prendre ce deck-là, parce qu'en fait ce deck-là, il y a tel match-up qui vient. Non, 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 non. Prenez le deck avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Prenez-vous pas la tête. Et justement, le fait de ne pas changer de deck va vous aider à pouvoir attaquer le point numéro 2 qui là par contre touche au judge et l'arbitrage. Faites déjà votre decklist en avance, ne la faites pas sur place. Je pense qu'en tant que juge, tu as un avis particulier sur les decklists faits sur place. Oui, votre, justement, si votre deck vous le connaissez, si vous savez déjà lequel c'est, votre liste également, elle doit être connue, elle doit être faite. Et vous devez l'amener le jour J déjà faite. N'essayez pas de la faire sur place. C'est le pire truc, je pense, à faire sur un tournoi aussi gros. Ouais, clairement. C'est une des pires manières, on va dire, de commencer la journée, de vous stresser, voilà. De se mettre dans le Essayez speed juste. plutôt que de profiter de l'événement et de se reposer un peu. Et d'autant plus que si vous faites votre decklist sur place, ça, avec le stress, ça augmente les chances de faire une erreur. Et de manière générale, si vous prenez votre deck, vous le choisissez à l'avance et que votre decklist est fait à l'avance, vous avez eu le temps 36 fois de vérifier le deck et la decklist, et donc il n'y aura aucune erreur. Parce qu'en cas de deck check, évidemment, ça peut mener à de lourdes sanctions si jamais il y a des erreurs dans votre decklist. Oui, ça peut amener jusqu'à la perte de match, donc la perte Mhm. de la ronde actuelle. Ce ce qui va, oui, va avoir un sérieux impact sur la suite de la progression de votre tournoi. Mhm. Donc oui, assurez-vous que le deck correspond à la liste, que la liste correspond au deck et que la liste est cohérente avec elle-même. Revérifiez bien si vous n'utilisez pas un logiciel qui compte tout seul, que le total de cartes, Oui, le total du deck correspond bien à la somme de toutes les quantités que vous avez sur votre liste. parce que le jour où vous arrivez avec un deck et finalement il y a 59 cartes sur votre decklist et dans votre deck, bah là je pense que c'est compliqué à rattraper. Oui, oui, surtout dans ce sens-là. S'il y en a trop, on peut dire que, comme On le enlève deck la est quand carte qui est en même trop. légal pour jouer, Oui. on peut réajuster entre guillemets sur place. Mais s'il en manque, là, c'est vraiment Je vois c'est même pas une des comment pires corriger manières, ça on à va part dire. dire t'es décu quoi. Je veux dire vraiment là il y a rien à faire quoi. Si, si, non, mais il y a des manières de corriger, Quand t'as une carte face cachée qui sert à rien et qui te bouge juste ta main. Enfin ouais, mais, j'ai il, déjà vu des solutions similaires mais. mais voilà, il faut normalement que la liste soit légale. Ça aussi, c'est un des aspects qui a besoin d'être mis à jour dans les documents qu'on a actuellement. C'est que on a plusieurs paragraphes sur comment gérer euh, les différences entre deck et liste. Hein. Donc, Mhm. s'il y a trop de cartes par rapport à la liste ou pas assez de cartes par rapport à la liste. Par contre, si la liste elle-même n'est pas valable, s'il y a une erreur dans la liste, on n'a pas vraiment de
de remèdes, Bah ouais. d'instructions de comment corriger ça. Et oui, ça peut amener à des situations un petit peu bizarres où les arbitres doivent prendre des décisions. Ça m'est déjà arrivé sur des tournois championnat de 7 de Mhm. devoir prendre la décision de corriger une liste parce que le deck de toute façon était légal. Mhm. Donc on verra sur place comment l'arbitre principal et les autres, les arbitres d'équipe qui vont gérer les contrôles de deck décident de se positionner par rapport à ce point-là. Mhm. Et dans tous les cas, vous, en tant que joueur, assurez-vous que vous avez une liste valide à tous les points, surtout les quantités, et que votre deck avec lequel vous venez, bien évidemment, correspond à cette liste. Yep. Troisième conseil du coup, prenez des sleeves neuves, un bon paquet de sang au cas où. Bah, en plus c'est marrant parce que ça c'est un truc qu'on a vu être vachement décrié lors du tournoi d'Aulnay parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont eu des problèmes par rapport aux sleeves parce qu'elles étaient marquées, parce qu'elles n'étaient pas correctes. Et, fun fact, tu étais présent en tant que judge à Aulnay. Et oui, j'étais présent en tant qu'arbitre. Très clairement, le caractère neuf des sleeves, je sais que il y a des gens qui vont considérer que voilà, ces sleeves-là avec lesquels ils ont joué, elles sont quasi neuves et pour eux ça passe. Et Mhm. je sais bien que c'est quelque chose de. Il y a un aspect subjectif. Ouais. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, si en tant qu'arbitre, on arrive à voir des, euh, des marques sur vos cartes alors qu'on est debout, à passer à côté, à distance des tables, on est sûr qu'en tant que joueur, vous pouvez les voir. Mhm. Là, il y a, là, la Ah, subjectivité, c'est elle clair. s'arrête tout de suite. Si nous, Mhm. on est capable de le voir, vous êtes capable de le voir. Après, est-ce qu'il y a triche ou pas, c'est une autre question. Mais le côté marqué des cartes est indéniable. Et on va Mhm. forcément vous demander de faire quelque chose pour adresser ça. Donc c'est pour ça Donc que... après, c'est à Ouais. vous d'avoir suffisamment de sleeves de rechange et d'avoir toutes vos sleeves qui viennent d'un paquet qui a été dans les mêmes conditions. C'est ça. Faites attention, il y a certains types de sleeves qui ont tendance à onduler sur le bord supérieur, C'est dommage, on n'est là pas dans le où, coin pour montrer un peu à quoi ça ressemble, mais... là où on insère la carte. Ouais. Et donc, il se peut que vous ayez des sleeves qui soient ondulés et d'autres qui soient parfaitement droites. Et ça Et se là, voit. pareil, on va arriver à faire la différence. Exactement. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de resliver le deck en intégralité avec des sleeves qui viennent toutes du même paquet, de la même usure. Comme ça vous êtes tranquille. Oui. Et honnêtement, pour un tournoi de 2048 joueurs, vraiment, mon conseil c'est prenez un paquet de sleeves neuves. Oui, ça coûte allez, entre 15 et 20 euros selon la marque, etc. Mais vous allez tellement éviter des problèmes pour un coût tellement moindre et en plus vous aurez votre deck entièrement slivé et des sleeves de rechange au cas où, vu que la plupart des paquets font 100 cartes. Comme ça, si jamais par malheur, une sleeve est marquée, une sleeve se déchire ou quoi que ce soit, vous aurez des sleeves en rab pour pouvoir corriger ça. Donc clairement, prenez des sleeves neuves, c'est le bon conseil, quoi. Et Tout à au fait. niveau des choses qu'il faut prendre aussi, prenez de quoi noter les résultats. Parce qu'on a reçu des mails au niveau des joueurs et même au niveau des orgas par rapport à comment ça fonctionne le déroulement du tournoi. Et il semblerait qu'il soit obligatoire à minima pour les joueurs de noter le score, le lore donc, sur papier. Oui, ça fait partie des consignes qui ont été données aux joueurs. Donc ça, normalement, ceux qui vont jouer à Lille sont déjà au courant. Mhm. Les deux joueurs sont censés noter le score, donc le total de l'or, et au format papier. Yep. Parce que la raison pour laquelle les arbitres en général ou les organes demandent ça, c'est tout simplement que si jamais il y a un litige sur le lore, imaginons vous faites quelque chose avec un personnage, vous vous rendez compte que c'est pas possible, il faut revenir en arrière. Imaginons il y a Mergotel en jeu, voilà, exemple typique, et à cause de Mergotel, votre personnage a 3 de lore que vous avez envoyé à l'aventure, bah finalement il peut pas. Donc vous revenez en arrière pour corriger ce truc-là. Mais du coup, combien vous avez de lore avant? Est-ce que vous aviez déjà mis les 3 de lore sur le compteur ou pas avant? C'est tout ce genre de choses-là qu'un petit bout de Oui, papier permet d'éviter. Et donc de noter le score au fur et à mesure permet de voir les différentes étapes et de pouvoir revenir en arrière très facilement. Et du coup, l'arbitre qui veut revenir mettre une partie en état parce que les joueurs ont demandé une intervention d'un arbitre et qu'il fallait revenir en arrière, eh bien ça sera très facile à faire. Alors que si jamais c'est pas noté sur papier,
Encore une fois, les deux joueurs étant censés maîtriser l'état du jeu, vous risquez fort de prendre tous les deux un warning si les deux joueurs n'ont pas noté sur papier. Donc, dans le doute, notez toujours sur papier. Au moins, comme ça, s'il y a un souci, vous pouvez revenir en arrière. Et si jamais on a le droit d'avoir un compteur en plus à côté, si vous voulez faire joli, pourquoi pas. Mais notez sur papier, priorité avant tout. Tout à fait. Si vous trouvez que vous n'avez pas une jolie écriture et que vous avez peur de ne même pas arriver à vous relire ou que votre adversaire n'arrive pas à déchiffrer, n'hésitez pas à utiliser la technique des je fais mon carré et je complète pour faire 5. Voilà Exactement. quoi, il y a plusieurs manières de noter euh, qui sont toutes valables. Les seules choses qui ne sont pas autorisées, c'est écrire pourquoi vous avez gagné le lore. Mhm. Hein, donc il n'y a pas de j'écris le nouveau score et à côté j'écris Merlin chèvre. Non, 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 ça interdit. Ouais, Euh, et de la même manière, assurez-vous que vous écrivez la même chose que votre adversaire. oui. Je sais que c'est un peu basique dit comme ça, mais la plupart du temps, quand il y a un souci de communication, on se rend compte que les deux joueurs ont écrit le score, mais juste ils n'ont pas écrit la même chose. Exactement. Et d'ailleurs, conseil supplémentaire, mais je pourrais peut-être même vous conseiller en soi de noter, ouais, je sais pas, j'allais dire un truc, mais en gros de noter vraiment chaque incrément de l'or. Si vous faites 5 de l'or avec 3 personnages, ça peut même peut-être valoir le coup de noter les différents incréments pour bien comprendre qu'il y a eu un personnage à 1 de l'or, un personnage à 1 de l'or, un personnage à 2 de l'or, etc. Afin de pas se planter derrière et de vraiment savoir ce qui s'est passé, les points qui sont faits, etc. De pas noter juste combien de l'or vous avez à la fin de votre tour et de vraiment noter au fur et à mesure de votre tour les différents incréments qu'il y a eu. Tout à Typiquement à fait. base de chèvre ou de choses comme ça. Dans l'ensemble, il vaut mieux éviter ce qu'on appelle les raccourcis. Mhm. Donc, quand vous partez, enfin, quand vous envoyez plusieurs personnages à l'aventure, euh, essayez de le faire un par un. Ouais. Alors, dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci de le faire plusieurs personnages à la fois, Mhm. mais on ne sait jamais. Exactement. Et surtout, quand vous faites des défis, essayez de bien les faire les uns après les autres. Parce que là, pour le coup, on se retrouve avec beaucoup de cartes et d'interactions qui, maintenant, se déclenchent lors d'un défi. Mhm. Et donc, il faut bien les résoudre avant de passer au défi suivant. Ouais, clairement. Autre conseil qu'on peut vous donner et qui est aussi un conseil à prendre pour les juges en soi, même si je crois que vous n'avez pas le droit de faire ça en salle, prenez de quoi vous hydrater, grignoter sur place, très important. Et aussi, ça c'est mon conseil perso, mais prenez des Nurofen de Doliprane ou quelque chose pour le mal de crâne, parce qu'on va être 2048 dans une salle, le niveau sonore va être très souvent élevé, et quand vous allez être à votre neuvième ronde, après environ 10 heures de tournoi, et que vous allez devoir affronter un adversaire super compliqué pour essayer d'arriver en top ou de faire des choses de ouf, clairement, si vous avez un mal de crâne, ça peut vous flinguer un tournoi. Donc, prenez des solutions contre ça. Hydratez-vous bien souvent et prenez de quoi manger parce que je suis pas sûr qu'il y ait un catering sur place. Je sais pas si t'as l'info, toi, Alors, mais ça, je. j'ai pas l'info sur la possibilité d'acheter de la nourriture sur place. Par contre, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'hydrater et se nourrir au fur et à mesure de la journée est très important. Euh, éviter le gros repas ou J'allais le le dire. truc Privilégiez les compliqué sucres à lents. Vraiment, digérer. vous faites un bon bol de pâtes le matin, là, et. Voilà, il faut, il faut vraiment adopter la même logique qu'un sportif qui veut performer sur toute la durée. Donc, essayer d'avoir un apport de sucre tout au long de la journée, Yep. mais pas en trop grosse dose pour éviter de se griller le cerveau. Ouais, et Et autre. puis, Ouais. Enfin, je veux dire aussi, autre et- conseil, le midi, si vous prenez un truc à l'extérieur ou quoi que ce soit, faites attention à pas prendre des trucs ultra gras ou durs à digérer parce que quand la digestion elle tape à 14-15 heures, que vous allez avoir vraiment envie de dormir en plein milieu du tournoi, ça c'est aussi, c'est comme la migraine, ça peut être terrible sur les résultats, hein. exactement. Autre conseil, ça par contre c'est vraiment lié au point qu'on a vu avant. Alors, petite mise en situation. Vous êtes en train de perdre votre BO2, c'est-à-dire que l'adversaire, il a déjà gagné la première partie, vous êtes dans la deuxième, et la partie était assez longue, c'était bleu-rouge contre bleu-rouge, on ne sait pas, et vous avez vraiment une chance de gagner. Genre là, voilà, on annonce la time, et vous avez aucune chance de gagner la partie. C'est impossible.
Dans ce cas-là, le conseil, c'est de laisser la partie à l'adversaire, de concéder la partie, parce que vous, ça ne changera pas vos points de toute façon, parce que l'adversaire se fasse 3 points et vous 0, ou qu'il fasse 7 points et vous 0, ça ne change rien pour vous. Par contre, rappelez-vous, le tiebreaker numéro 2, c'est lié au match gagné par l'adversaire, donc en partie au point qu'il a fait, etc. Et donc, si vous le laissez gagner, ça vous donnera une meilleure résistance sans changer vos points à vous. Et du coup, bah, cet adversaire, en ayant plus de points, va peut-être vous permettre d'agripper une ou deux places au classement, ce qui pourrait être bah, super impactant pour atteindre le top 64 pour le jour 2. Oui, tout à fait. Donc vraiment, Parfois, être ouais, juste fair play permet de, c'est ça. entre guillemets, gagner quelque chose. Euh, Bien évidemment, ça, c'est pas automatique. Hein, c'est Mhm. pas parce que vous concédez et que vous gagnez un petit peu de points sur la résistance que ça va forcément vous faire euh, passer Passer, le ouais. top à la fin. Mhm. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Vos adversaires et le résultat de vos adversaires vous aident à être classé plus haut. Exactement. Donc clairement, si vous voyez qu'il n'y a aucune chance de gagner, n'ayez pas peur de concede, même si jamais la partie n'est pas finie à la time, hein. D'ailleurs, si jamais vraiment l'adversaire il est en train de gagner de fou et que vous savez que vous allez vous faire massacrer, des fois, concédez la partie plus tôt, si jamais vraiment elle n'est pas gagnable, hein, je rappelle, parce que si jamais il y a encore une chance, gardez-la, on ne sait jamais. Mais vous permettra non seulement de lui donner plus de points à lui pour éviter d'arriver à time, mais aussi à vous de prendre un peu de repos et de pouvoir justement un peu comment dire, vous désaltérer, dégourdir les jambes, tout ça quoi. Donc chose importante. Et le dernier conseil que j'ai rajouté juste avant qu'on lance la vidéo, bah, c'est très simple, mais voyagez léger pour le tournoi et gardez toujours toutes vos affaires sur vous. Parce que un tournoi de 2048 joueurs où pas mal de decks coûtent facilement plus de 400-500 euros, bah forcément ça pourrait attirer la convoitise de gens mal intentionnés. Et bien qu'il y ait un service de sécurité à l'entrée et qu'il faut avoir des tickets pour pouvoir entrer, etc., on ne sait jamais, même entre joueurs, on ne sait jamais vraiment. Gardez. Dès que vous avez fini votre partie, vous remettez votre tapis, vos matos, votre deckbox dans votre sac et vous gardez toujours votre sac sur vous. C'est pour ça qu'il vaut mieux voyager léger. Et autre petit conseil, si jamais vous êtes intéressé par le prize wall, on ne sait pas encore vraiment tout ce qu'il y a dedans, mais prévoyez peut-être des sleeves, encore une fois, en plus, et prévoyez un sac à dos qui peut partir avec des tapis ou des choses comme ça, quoi. Oui, d'ailleurs, en parlant des tapis, ça c'est quelque chose qui était assez récurrent au tournoi d'Aulnay-sous-Bois. N'oubliez pas votre tapis sur la table. Oui, Ça, c'est pour quelque pas que la chose partie à où côté, elle mette 10 ans à se lancer. je pense que en moyenne, il y avait, allez, on va dire 2 tapis par ronde qui restaient. Alors, Ouais. certaines rondes, c'était jusqu'à 4, 5, d'autres, c'était juste un. Mais ouais, Et puis là, les joueurs qui oublient leur tapis, c'est assez fréquent. Et comme beaucoup de joueurs vont avoir les mêmes, si vous avez moyen de bah, mettre de les votre marquer, nom oui. dessus, Mhm. de les marquer, d'une manière qui vous convient, hein. Je vous demande pas de Bah, prendre votre marqueur et d'écrire en énorme votre nom dessus, moi j'ai un forcément. conseil là-dessus, Euh, mais juste vous prenez soit un marqueur blanc, soit vous prenez un bout de scotch, vous le mettez derrière le tapis, comme ça c'est invisible. Mais vous, si vous retournez le tapis, vous le voyez directement. voilà. Ça va souvent permettre d'accélérer le retour du tapis à son propriétaire. Ouais, clairement. Et d'autant plus que là, on parle d'un tournoi de 2048 joueurs, la salle va être immense, mais vraiment immense. Et donc il faut bien se rendre compte que si jamais vous venez de perdre ou de gagner, vous changez de beaucoup de termes d'un coup, bah, quand vous allez devoir bouger de 45 mètres pour aller chercher votre tapis et de revenir machin et tout, vous risquez de vous mettre en retard pour un début de partie. Et on rappelle qu'en cas de retard trop long en début de partie, vous pouvez avoir des sanctions. Tout à fait. C'est à partir de 10 minutes la sanction, c'est ça? Alors, dans les règles de tournoi, la sanction commence à partir de 2 minutes. À 2 minutes, C'est c'est quoi la très première sanction? sévère. C'est un warning? Entre... En fait, Je me En souviens fait, qu'il ce y a des qui se passe, fourchettes, mais c'est je sais qu'il plus faut lesquelles. prendre. Il y a 2 temps, entre guillemets, à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a le temps où on va dire aux joueurs, bah, c'est parti, les tables sont connues, allez vous installer. Ouais. Et il y a réellement le temps, c'est parti, la ronde commence, vous pouvez vous mettre à jouer. Ouais. Et en fait, si quelqu'un n'est pas présent au moment où on dit c'est parti, eh ben cette personne est déjà. On peut déjà lui compter une infraction pour ça.
Ok, Parce qu'au moment où on dit c'est parti, tous les joueurs sont censés être à leur table. d'accord. Et donc, dans les règles de tournoi, entre le c'est parti et jusqu'à 2 minutes, c'est un avertissement. Mhm. Entre 2 et 10 minutes, c'est perte de partie. Et au-delà de 10 minutes, c'est perte du match. C'est ça. Donc vraiment, pensez Ça, à c'est vos ce qui est tapis. écrit. Ce que je viens de dire, c'est ce qui est écrit dans les règles de tournoi actuelles. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui sera appliqué à Lille. Mhm. Ça peut tout à fait qu'à Lille, on s'adapte au lieu, au public, au planning. Voilà. Donc, moi, je vous ai juste dit ce qui est écrit dans les règles de tournoi. Après, Il sur faudra voir sur place, place et il ça faudra sera bien géré. écouter le check-up, entre guillemets, enfin voilà, le discours du head judge qu'on sera au début du tournoi de Lille, de l'arbitre principal, qui remettra sûrement plein de choses en compte. Et donc, il faut bien écouter ce genre de discours et bien être silencieux parce qu'il y a souvent plein d'informations qui sont capitales pour le tournoi. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'on est bon. On a fait le tour des conseils, on a fait le tour des points de règle. Merci beaucoup à toi Alain pour cette vidéo qui est assez longue, mais au moins là, vous avez de quoi écouter dans le train en direction de Lille ou dans la voiture. Voilà, exactement. C'est super bon truc à écouter en voiture ou en train en direction de Lille. Ben, avec plaisir, Kétal. C'était super d'être là avec toi, de pouvoir discuter de ces points. Yep. S'il y a des joueurs qui veulent continuer à discuter de ces points, je suis disponible sur les différents serveurs Discord. Discord, Mhm. que ce soit le serveur officiel, que ce soit le serveur de Tournament Center, que ce soit le serveur francophone et aussi le serveur lyonnais. Évidemment. Donc, vous devriez pouvoir me trouver Oui, euh, assez facilement. ça sera pas un problème. Ou au pire des cas, n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous avez des réactions par rapport à tout ça. Comme ça, on pourra aussi les voir et vous y répondre directement. Et bien sur ce, Tout à fait. nous on vous laisse. Moi j'ai beaucoup de montage qui m'attend pour sortir cette vidéo demain du coup. Et encore une fois Bon merci et puis courage. on se revoit à Lille de toute façon. Oui, on se revoit à Lille. Salut Allez, Ketal. avec grand plaisir. Ciao tout le monde.